Cette année encore, LG renouvelle son téléviseur OLED haut de gamme, à savoir cette série G plus globalement, avec des évolutions qui veulent faire oublier visiblement quelques couacs rencontrés sur le G5 et je vais tout vous expliquer dans ce qui devrait être une nouvelle fois une grande vidéo assez détaillée. Alors avant d'attaquer, je vous rappelle quand même que cette année, je vous dis que cette série G6 c'est la série haut de gamme. Pour autant, on a eu le W6 qui a également été annoncé au moment de ce CES 2026 de Las Vegas. C'est vraiment le grand retour de ce qui était le célèbre modèle Wallpaper, mais qui dans les faits en fait n'est autre qu'un G6 Evo d'ailleurs, de sa référence complète, sauf qu'il est encore plus haut de gamme au sein de cette gamme signature de chez LG. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait notamment une série M avec le M5 qui se distinguait du G5, notamment par la présence de son boîtier sans fil, un boîtier sans fil que l'on va retrouver sur le W6 qui aurait été par ailleurs encore amélioré. Comme toujours, donc, cette vidéo, qui risque d'être un peu détaillée, va être chapitrée et je vais commencer par un rappel des évolutions qui concernent ce modèle 2026. En numéro 1, comme tous les ans, cette série G bénéficie d'une nouvelle dalle White OLED baptisée OLED Primary RGB Tandem 2.0 qui intègre cette structure à 4 couches. Vous avez une vidéo qui est disponible sur la chaîne pour comprendre cette conception, pour laquelle LG Display, qui je le rappelle est le constructeur du panneau qui livre ici LG Electronics mais d'autres acteurs aussi, annonce une couverture du DCI-P3 de 99,5%. Bon, ça c'est un petit peu la promesse qu'on nous fait à chaque fois, un volume couleur toujours plus riche. DCI-P3 à 99,5 et on ira également s'intéresser du côté de ce chapitre consacré aux résultats des mesures pour voir ce que ça donne sur la partie volume couleur en BT2020 pour lequel on sait qu'en tout cas que l'année dernière c'était très challengé avec la technologie OLED concurrente de chez Samsung Visual Display cette fois-ci, à savoir le QD OLED adopté notamment par Sony et par Samsung Electronics, bien entendu. Dans les autres promesses qui sont faites, c'est l'évolution du pic de luminosité, 4500 nits à 3% et pendant un bref instant. On ira également là aussi dans ce chapitre consacré aux résultats des mesures, voir si ça crée une réelle différence par rapport à notre G5 qui conserve, pour ce G6, conserve par rapport au G5 la même structure avec un dispositif pour refroidir le panneau, etc. Donc lié à cette évolution de ce tandem OLED RGB 2.0 et tout ce qui est à l'intérieur de ce TV, permet de passer sur cette dénomination un petit peu marketing. Vous le savez, on a un brightness booster qui est appliqué dès la série C au-delà des modèles de 55 pouces. On a un brightness booster qui existe pour ces modèles. On a un brightness booster pro qui existe pour les 77 et les 83 en modèle de la série C6, puisqu'on a deux produits qui sont différents dans ces deux diagonales-là. Elles sont un petit peu plus lumineuses. Mais on n'a pas le dissipateur thermique, ce qui crée quand même une différence avec les séries G, bien entendu. Et donc, sur le G6, on a cette dénomination Brightness Booster Ultra. Voilà, ça c'est dit. Par rapport au G5, plus concrètement, donc Booster Max pour le G5, on est sur une évolution avec un boost de luminosité qui est annoncé entre 15 et 20% en fonction des dalles. Deuxième évolution, il y a cette nouvelle itération du processeur Alpha 11 qui passe à la Gen 3 et qui profite d'un boost côté intelligence artificielle. Bon, vous allez me dire, c'est comme tous les ans, de toute façon, il ne leur reste presque plus que cela. Et donc, on se parlerait ici de cette partie NPU pour ces fameux Neural Processing Unit qui offrirait une puissance de calcul 5,6 fois supérieure. La puissance du CPU progresse de 50% et la puissance du GPU également progresse de l'ordre de 70%. J'ouvre une parenthèse là aussi sur cette partie système d'exploitation. Le processeur, si lui il est boosté pour sa partie CPU, c'est une très bonne chose parce que WebOS rajoute des couches, semble en tout cas bénéficier de certaines couches qui de temps en temps donnent lieu à des
petit chargement. Ok, ça tourne bien, mais il y a tellement de fonctionnalités dans ces systèmes d'exploitation maintenant que je pense que c'est une bonne chose qu'il progresse, d'autant que je vous le rappelle, eh bien WebOS bénéficie de ce programme de maintien durant ces 5 années, ces 5 montées de version avec le WebOS Renew, et donc il est important d'avoir un socle technique bien costaud pour assumer et assurer la pérennité, la stabilité et la fluidité du système. Donc processeur plus puissant pour traiter les signaux vidéo avec en plus cette fois-ci un traitement vidéo pipeline sur 12 bits qui devrait corriger l'un des soucis du G5, à savoir qu'on avait des phénomènes de banding et postérisation a priori aussi, alors des phénomènes peut-être à améliorer. La partie banding et postérisation, si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, mais ça faisait en tout cas partie des choses que LG au CES m'a dit oui, on a travaillé là-dessus pour améliorer tout simplement sur ce que l'on pourrait avoir sur ce type d'image, mais qui finalement est assez simple parce que là, si je regarde un petit peu la qualité du signal que l'on a, on a vraiment un signal qui lui est sur 12 bits, donc on est vraiment sur une qualité de signal exceptionnelle, on est en Dolby Vision et en plus on est sur, alors là j'ai pas le débit, je pense que si je remets lecture je vais avoir le débit qui va s'afficher, on est à 62, c'est une piste, Blu-ray, le Blu-ray de Spears & Mansell qui varie entre, qui peut avoir à certains moments du 100 mégabits. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement on est là sur un signal 12 bits, mais le téléviseur travaille sur du 10 bits, la dalle du TV travaille sur du 10 bits, donc en fait c'est la capacité ensuite d'assurer des paliers dans les dégradés de couleurs suffisamment nuancés, suffisamment progressifs pour ne pas avoir ces phénomènes dark parfois colorés. Et on voit bien sur ces patterns effectivement ce que ça donne. Alors c'est vraiment une mire de test, donc on est sur quelque chose qui challenge le téléviseur. On voit ce que ça donne avec la partie 8 bits en haut, avec la partie 10 bits en bas. Donc on est sur la reproduction native qu'offre ce téléviseur qui naturellement implique le traitement d'image. On voit qu'il subsiste encore quelques petits défauts. C'est en tout cas le travail qu'a fait ici LG et ils nous ont dit qu'en fonction des contenus, ils arrivaient à obtenir quelque chose de plus en plus satisfaisant, mais ils espèrent aller encore plus loin et encore améliorer tout cela. J'en arrive maintenant à cette partie ergonomie du téléviseur. Bon, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas un sujet où ça évolue beaucoup. Voilà, et puis surtout que vous le voyez ici, le TV, il est sur un pied à roulettes, ce qui me permet tout simplement pour des raisons logistiques à la maison de les déplacer, de les ranger dans mon bureau et de refaire un peu d'espace dans le salon, retrouver un peu d'espace de vie lorsque on reçoit du monde. Bref, je referme cette parenthèse pour vous dire donc que ça n'évolue pas beaucoup pour le meilleur comme pour des points un petit peu regrettables. D'ailleurs, le meilleur, c'est que l'on a effectivement un téléviseur qui est plutôt fin lorsqu'il va être accroché au mur. Très bien aussi le système de cache qui va tout simplement masquer le dos du TV avec en plus un soin apporté à ces mécanismes de passe-câbles, des passe-câbles qu'on va retrouver à l'arrière du TV, mais aussi au niveau de la position centrale pour redescendre ça sans doute dans une goulotte, faire les choses le plus proprement possible. J'ai l'impression, et je vous dis vraiment que j'ai l'impression, parce que je n'en suis pas sûr, que nous sommes sur des bords d'écran noirs qui sont peut-être très légèrement plus fins, peut-être 1 ou 2 mm, mais comme j'ai pas de G5, je ne vais pas m'avancer là-dessus pour comparer, mais en tout cas, on n'est pas sur des dalles qui viennent vraiment affleurer le châssis du TV, on a toujours une petite bande noire, châssis sur le côté qui est effectivement dans ce matériau en aluminium, c'est quand même, je pense c'est de l'alu, ouais, c'est de l'alu, c'est quand même très réussi, il n'y a aucun défaut d'assemblage, il n'y a aucune arête dans les coins qui soit visible, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est très réussi, donc il n'y a pas réellement de sujet. Et puis vous le savez, c'est un modèle qui est conçu pour s'accrocher au mur, mais qui peut également être proposé avec un pied central, et là aussi ce pied central pour le coup je le trouve d'une conception pas particulièrement soignée, c'est pas moche mais ça fait presque pied de moniteur de bureau. J'ai l'impression que c'est pas un sujet que LG a beaucoup travaillé. En revanche, il y a un autre sujet qu'ils ont un petit peu travaillé et qui est lié également à l'ergonomie, c'est le système audio. Nous sommes là sur une puissance annoncée de 60 watts, composée donc de 4 voix en 10 watts et un caisson de basse en
20 watts. Alors dans la configuration de mon salon, sachant qu'il n'est pas accroché au mur, qu'il n'exploite pas du coup la réverbération, qu'il n'est pas non plus posé sur un meuble ou ce genre de choses, eh bien j'ai pas franchement apprécié la qualité audio de ce TV. Certes, ça progresse, j'ai quand même l'impression que ça progresse un petit peu, mais je reste convaincu que LG peut faire mieux. Samsung s'en sort mieux sur ses téléviseurs que LG selon moi, avec ses systèmes audio. Et puis surtout, on voit régulièrement que LG propose des packs pour son téléviseur avec une barre de son. Alors oui, il y a la WOW Synergy, donc la compatibilité avec la WOW Orchestra, etc., la diffusion sans fil. Donc ça, ce serait vraiment quelque chose. Enfin, ils proposent des packs pour équiper avec leur barre de son, mais vous pouvez aller chercher d'autres barres de son et je pense que c'est assez indispensable si vous n'avez pas à minima un système hi-fi multicanal que de lui associer une petite barre de son parce que je pense qu'il reste en retrait. Rien à signaler du côté de la connectique avec 4 prises HDMI 2.1. Là-dessus, c'est clair que LG, comme Samsung d'ailleurs, détenait une jolie avance. Et finalement, sur le sujet, désormais, je pense qu'on n'a que Sony qui reste en retrait, puisque même sur le Bravia 9 M2, nous n'avons pas 4 prises HDMI 2.1, pas plus que pour le Bravia 7 M2. Et puis, on m'avait posé la question dans un commentaire, le Wi-Fi, s'agit-il d'un Wi-Fi 6 ou d'un Wi-Fi 6E, puisque a priori il y aurait un doute sur la partie fiche technique. Je n'ai pas le détail du 6E ou du 7. En revanche, il affiche bel et bien mon réseau en 6 GHz à la maison et donc c'est à minima un réseau Wi-Fi 6E. Pour en finir avec cette partie ergonomie, eh bien, je vais vous parler du point qui pour moi est décevant. Il concerne la télécommande. Clairement, LG ne semble pas avoir envie de faire d'efforts particuliers. Alors oui, on va retrouver ce pointeur qui, moi, ne me plaît pas particulièrement, mais je pense que quand on y est habitué ou quand on est client de chez LG, eh bien finalement, c'est quelque chose qui nous séduit de ne pas avoir à peut-être utiliser la zone ici multidirectionnelle. On a toujours la petite molette également au centre. Alors, elle me déçoit non pas par la qualité de fabrication, c'est assez quelconque, mais bon, on ne peut pas lui reprocher d'être mal fichu. Il n'y a aucune forme d'innovation comme le proposent certains, par exemple certains qui intègrent un petit panneau solaire. Alors intéressant ou pas d'avoir des piles ici intégrées ou d'être plutôt sur une logique de batterie. Bon, bah là, chez LG, on a choisi les piles. C'est un petit peu dommage. Certains ont adopté la batterie, certains ont adopté la batterie plus le petit panneau solaire. Aucun effort de ce côté-là. Et puis surtout, nous ne sommes pas là sur une télécommande qui est rétroéclairée. Sur un téléviseur premium comme celui-ci, c'est quand même regrettable en 2026. On sait qu'il y a des constructeurs qui le font depuis longtemps sur des produits qui ne sont pas aussi premium que cet OLED G6. Oui, on peut penser à Hisense avec une grosse partie de sa gamme. Oui, on peut penser à TCL également avec beaucoup de ces modèles, mais je peux aussi vous parler d'un acteur qui d'ailleurs est totalement en stand-by, j'imagine que vous le savez, il est question de Thomson qui propose des produits beaucoup moins chers et qui, même considérant cela, eh bien propose des télécommandes qui sont rétroéclairées. Et ça, c'est pas le cas chez LG, ça commence à devenir un peu dur à avaler. Et puis si je devais être encore un petit peu plus tatillon, vous le savez qu'il n'y a pas de touche d'accès direct à YouTube. Voilà, WebOS, on n'aime pas Google chez LG, donc du coup, on ne livre pas de touche d'accès direct à YouTube. Bon, c'est peut-être pas très grave. Est-ce que tout cela, c'est très grave? Eh bien, exprimez-vous dans la partie commentaires si vous le souhaitez. Mais sachez qu'il y a de toute façon une solution pour tout cela. C'est l'intégration de la reconnaissance vocale. Il suffit d'aller presser la touche consacrée à l'utilisation des fonctionnalités IA avec tout ce qui est AI concierge, etc. Et là, eh bien, aucun doute, ça fonctionne super bien. On peut changer de source, régler le volume, etc. Et on peut même aller jusqu'à améliorer la qualité de l'image en lui disant, par exemple, améliorer la qualité de l'image. Ça fonctionne avec différentes options. Et si je lui dis donc, hop, voilà, je presse améliorer la qualité de l'image. Alors, il a tout de suite commencé à, voilà, je vais passer le mode lecteur multimédia, dommage. Donc, ça tombe bien, je vais aller chercher mon HDMI 1. Il enregistre très vite, du coup il s'est répété 2 fois et donc je rebascule ici sur le lecteur Blu-ray, améliorer la qualité de l'image. Voilà, et donc en fait elle discute avec moi, voilà, et donc elle va me proposer différentes choses.
Là, je suis en mode Filmmaker Dolby Vision, donc elle ne me propose pas l'option amélioration AI HDR, mais si vous êtes sur des contenus en SDR, eh bien, elle va vous proposer une remasterisation HDR AI. Alors, c'est pseudo-conversion SDR HDR. Vous le voyez aussi que l'on a ici les paramètres de l'image actuelle. On a aussi paramètres IA1, voilà, donc elle vous dit ce qu'elle fait, qui rajoute, donc qui renforce la notion de contraste pour rendre une image plus captivante. On a également le Image AI 2, donc qui elle renforce les couleurs pour des couleurs plus vives et plus éclatantes. Je me remets ici en mode par défaut. Vous voyez que c'est parfois assez subtil. En revanche, pour en revenir à cette fonction de conversion SDR vers HDR, eh bien c'est là que je disais que c'était plutôt bien fichu cette année et que je n'excluais pas totalement l'utilisation des fonctionnalités IA, alors pas si vous êtes un puriste, mais dans l'ensemble, on peut avoir des petites choses, des petites améliorations qui sont apportées par cette conversion qui peuvent être intéressantes parce qu'on a des TV qui ont de la patate, qui ont de la ressource et qui progressent également sur la logique de traitement de l'image. Et je vais justement passer à ce chapitre consacré à la qualité de l'image. Mais avant cela, un petit point que je tenais à vous partager, plutôt un point d'actualité. Je ne sais pas s'il va vous intéresser, mais voilà, ce sera fait, ce sera dit. Et puis peut-être que vous l'avez déjà vu passer, mais en mai dernier, eh bien, LG a présenté sa série OLED Evo AI G6 chez Picture Shop, une société de post-production basée à Los Angeles, qui a permis aux constructeurs de s'adresser à des professionnels du monde de cinéma, leur donner l'occasion de découvrir cette gamme de TV en avant-première. Il y avait notamment des coloristes de petits films genre Blade Runner, Starship Troopers, Faut sauver le soldat Ryan, Gravity, etc. Et visiblement, tous ont été assez séduits par le rendu du G6, tant sur la partie traitement de l'image, processing, que sur la partie reproduction des zones lumineuses, des zones sombres, la gradation, etc. et la justesse colorimétrique. Alors je me doute bien que quand LG fait ce genre de choses et qu'ensuite il le partage par le biais de ses communiqués de presse, eh bien que ça reste une forme de communication visant à mettre en avant son savoir-faire, visant à mettre en avant des retours positifs. Bon, j'imagine aussi que si certains avaient critiqué des choses qu'on ne l'aurait pas vu dans ce communiqué, je vous mets quand même le lien en description, mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que c'est plutôt le genre de propos, le genre d'annonce que l'on nous tenait, en tout cas jusqu'à présent, c'est toujours le cas pour ces deux-là, mais que l'on entendait plus facilement chez un Panasonic ou chez un Sony. Panasonic avec sa proximité avec Hollywood, Sony pareil, et puis proximité avec Sony Pictures. Voilà. Bon, en tout cas, de notre côté, maintenant, eh bien, on va en tirer nos propres conclusions. Jeter un œil un petit peu plus détaillé sur cette partie qualité de l'image, mais aussi le chapitre ensuite consacré à la partie gaming. Donc restez bien attentifs parce que c'est le mois en voix off qui vous en parle. Si vous étiez présent à l'occasion des 2 lives de découverte de cette OLED G6, alors vous avez déjà en tête la qualité de l'image de ce téléviseur et pour le moins une partie de mon avis. Donc oui, cette année encore, LG parvient à repousser une nouvelle fois les limites techniques de cette technologie White OLED en apportant à nouveau un boost de luminosité qui permet de profiter d'un dynamisme dans les images HDR tout à fait remarquable. Le constructeur propose d'ailleurs des options comme la luminosité des pixels OLED ou encore l'option de luminosité maximale sur lesquelles vous pourrez intervenir selon différents niveaux, 4 en l'occurrence, faible, moyen, élevé ou désactivé, pour ne pas être toujours dans ce mode maximum de la luminosité qui, il faut bien le reconnaître, dans la pénombre est quand même assez important. Et cela, c'est en plus des choix des différents modes d'image, bien entendu, que ce soit accueil, cinéma, filmmaker ou encore d'un mode d'économie d'énergie. Autant d'options donc qui permettront de débrider tout le potentiel de la dalle afin de conserver la meilleure des lisibilités, y compris dans un milieu lumineux. Mais attention, comme nous avons pu le voir à l'occasion des lives là encore, certaines scènes restent difficiles à lire dans les zones sombres de l'image.
j'ai pu visionner pas mal de contenus, séries, films, en positionnant donc cet OLED G6 aux côtés du TCL C8L, et forcément, ce dernier débouche souvent mieux les basses lumières, ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'image toutefois. J'y reviendrai dans ma vidéo de test complet du TCL 65 C8L, mais il faut justement parfois mettre les mains dans les réglages pour lui redonner un peu de contraste, de la profondeur dans les noirs, pour ne pas avoir l'impression d'une image qui est un peu délavée. Et puis, comme je vous l'ai rappelé d'ailleurs durant ces différents lives, mais à l'occasion d'autres vidéos aussi, il y a ce que l'œil perçoit tant sur le TCL C8L que sur l'OLED G6, et il y a ce que l'on devrait voir. Et pour le savoir, eh bien, seul un moniteur de référence nous permettrait d'arbitrer sur la justesse de la reproduction. Quoi qu'il en soit, sur la reproduction de la pure couverture colorimétrique, le C8L va au-delà, remplissant notamment l'une des promesses de cette génération de TV SQD mini LED. Ainsi, j'ai pu mesurer une couverture colorimétrique de 99,2% en DCI-P3 et 82% en BT2020 pour le G6, là où le TCL C8L affiche un 97,8% en DCI-P3, ok, c'est pas si mal, et 90,4% pour le BT2020, c'est inédit sur cette gamme de TV. Reste qu'entre ces premières mesures, ainsi que les autres que je partagerai juste après dans le chapitre dédié, et la perception de la qualité de l'image, eh bien il y a bien des paramètres à prendre en compte. À commencer par les traitements de la qualité de l'image assurés par le processeur. Et sur le sujet, il faut bien reconnaître que LG assure. Tous les contenus que j'ai visionnés se sont avérés être de très bonne qualité. Et comme j'en ai déjà parlé, si le sujet du banding peut rester une affaire avec certains contenus, je dois dire que je trouve le boulot réalisé tout à fait convaincant, quitte, là encore, à mettre les mains dans les réglages. Disons que je suis plus dérangé par le manque d'informations visuelles dans les niveaux de gris que par les phénomènes de banding ou de postérisation. Mais là, exprimez-vous si vous avez déjà ce TV entre les mains. Comme toujours, j'ai également testé le moteur de compensation de mouvement selon les différents modes d'image proposés. Là aussi, le processeur Alpha 11 Gen 3 offre de bonnes prestations. Vous devez aisément percevoir que le rendu est plus ou moins fluide en fonction du réglage choisi. C'est comme pour la fonction de dégradé fluide ou encore les réglages de luminosité. Par défaut, en fonction des modes d'image, ceux-ci ne sont pas toujours poussés au maximum et c'est à vous de jeter un œil dans les menus si quelque chose vous dérange. Tous les contenus que j'ai visionnés sur ce téléviseur m'ont plu et il me faut bien reconnaître que, reflet mis à part lorsque le salon est lumineux, eh bien cet OLED pourrait bien désormais équiper le salon si ce n'était pas aussi cher payé et si ce n'était pas WebOS à la manœuvre, qui n'est pas un système d'exploitation qui me fait particulièrement plaisir à utiliser, même s'il ne créait pas de réelle frustration pour autant, et puis force est de reconnaître que son programme de mise à jour est une excellente chose, qu'il propose aujourd'hui une couche de réglage qui s'avère complète et efficace. À la lecture du Blu-ray de Spears & Monseal, je retrouve une image qui semble d'une justesse remarquable, un piqué frappant et forcément des contrastes saisissants. Dans un milieu à la luminosité ambiante contrôlée, les angles de vision sont excellents et tout le monde pourra en profiter. Lors de ce live aux côtés du TCL C8L, nous avons également pu remarquer que la promesse de LG quant à la faible réflectance de la dalle et sa capacité à conserver des noirs profonds, même lorsque la lumière tape sur l'écran, eh bien cela se vérifie. C'est un bon point. Ils ont bien bossé sur le filtre. Et là, hop, je vais décaler jusqu'à ce qu'on chope aussi les pavés de verre. Mais donc là, hop là, tac, vous avez ici mes pavés de verre. Là, vous les voyez, ils apparaissent. Hop, il faut que je vais changer. Tac, et regardez comment ils sont éclatés par rapport au TCL. Alors l'angle n'est évidemment pas exactement le même sur le TV lui-même. Je pourrais le pivoter, mais l'annulation de la lumière, ouais, il y a... Vous voyez, là, les deux sont dedans. Et là, franchement, je pense que là, entre ça ou ça, c'est flagrant. Ah, ils ont bien bossé aussi sur le filtre.
Ils ont bien bossé. On est sur un rendu où, pour le coup, le noir devient tout de suite beaucoup plus mat sur le TCL. Mais encore une fois, c'est pas la même gamme de prix. Et là, par contre, moi, quand je vois ça, je me dis qu'on est quand même très loin du ridicule dans les deux cas. Il est évident aussi que vous devriez apprécier tous vos programmes en streaming, films, séries, pour ma part essentiellement visionnés sur Netflix, mais j'ai aussi pu regarder des grands prix de Formule 1 ainsi que des matchs de football. Et là aussi, le résultat était très intéressant, à condition de choisir bien entendu un mode d'image qui ne vous affichera pas une pelouse vert fluo. Sur YouTube, mes contenus de test en 1080p SDR sont également bien gérés par ce G6 qui exploite un upscaling plutôt doux, et sur pas mal de contenus que j'ai pu visionner, la conversion SDR vers HDR apporte bel et bien un petit boost qui, je pense, pourrait plaire à pas mal de ces utilisateurs qui aiment en prendre plein la vue. Bref, comme je le disais, les options ne manquent pas, y compris pour réduire le bruit numérique ou encore l'option d'amplificateur d'expression qui peut être désactivée, réglée sur une priorité à la luminosité ou sur la priorité au détail. Vous pourrez aussi vous intéresser au réglage du niveau de noir. Bref, LG offre tout ce qu'il faut avec une arborescence à laquelle on s'habitue vite. Des réglages plus ou moins fins qu'il vous conviendra de creuser avec le temps pour trouver le rendu qui vous plaît le plus, mais dans l'ensemble, il est tout à fait possible de vous laisser porter par les modes par défaut tout en appréciant le résultat. Ce qui m'emmène à vous parler des résultats des mesures en commençant par le mode Filmmaker en SDR. Comme en mode HDR d'ailleurs, la dalle a tendance à afficher une image qui tire très légèrement vers le rouge, et on note aussi que le mode SDR affiche déjà une luminosité importante du blanc à plus de 550 nits. La température moyenne des couleurs est de 6297 K, là aussi la référence est à 6500 K. Concernant la fidélité des couleurs, ce G6 s'en sort bien, avec un delta E2000 moyen de 1,94 et un max à 3,68. À noter que j'ai complété les mesures par des patchs supplémentaires portant la chose à 75 patterns contre une soixantaine d'habitude. En mode SDR, les mesures d'additivité nous permettent de voir que le sous-pixel blanc n'intervient pas outre mesure et nous sommes donc sur des couleurs assez pures à ce niveau de luminosité. Pour en finir et pour résumer sur cette partie SDR, eh bien nul doute qu'un calibrage effectué par un professionnel permettra aux puristes de l'image de replacer leur LG OLED G6 dans les clous avec un rendu plus adapté, et ce sera de toute façon l'occasion aussi de peaufiner encore un peu le HDR. Là, évidemment, la luminosité relevée est encore meilleure que celle que j'avais relevée à l'époque avec l'OLED G5. C'était notamment l'une des promesses de LG et LG Display. En l'occurrence, il est ici question d'un pic à 10%, mesuré à 2405 nits, et c'est à 5% que la sonde relève la plus haute valeur, avec un remarquable 2520 nits. Néanmoins, comme toujours, la puissance s'effondre assez vite puisqu'on passe à 1130 nits à 20% et 454 nits à 100%. Alors dans l'absolu, ça reste un record pour cette techno, mais il est clair que ce n'est pas encore avec cette génération de tandem OLED RGB que la technologie OLED va tenir la distance face aux derniers téléviseurs LCD mini LED. Reste aussi que, comme nous avons pu le voir lors du live, parfois la perception avec les contenus réels est différente, notamment en raison des écarts de contraste plus dynamiques et plus marqués sur l'OLED. Les mesures EOTF et luminance n'affichent pas franchement de jolies courbes bien calées sur les courbes de référence. J'ai bien tenté de voir si appliquer quelques réglages différents aux options de tone mapping présentes dans le TV arrangeait les choses, mais ça n'a pas réellement été le cas. J'en profite pour vous partager aussi l'analyse de l'additivité dont je vous ai déjà parlé pour la partie SDR, mais qui dans cette configuration HDR va nous permettre de comprendre l'impact de ce sous-pixel blanc dans ces dalles White OLED sur les contenus les plus lumineux. Dans ce graphique, vous pouvez voir chacune des trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, qui sont utilisées pour créer le blanc sur une échelle de gris de 0 à 100% de blanc. Jusqu'à 30%, on peut voir que l'addition des trois couleurs
permet de coller à cette échelle de gris, pour la luminosité notamment, sans avoir visiblement recours à ce sous-pixel blanc. Comprenez qu'il reste éteint ou très peu illuminé. Au-delà, la donne change, a fortiori dans ce mode cinéma qui est le plus froid dans sa reproduction. Ainsi, à 100%, vous devez voir une ligne grise qui correspond à l'addition des trois couleurs RGB. Ainsi, l'écart de luminance est assuré par l'apport du sous-pixel blanc et il pèse ici pour beaucoup puisque je dirais qu'on est à environ 57% de luminance apportée par les couleurs et 43% de la luminance restante par ce sous-pixel blanc. En d'autres termes, sur la logique du color volume, ce type de configuration aura tendance à dégrader la pureté des couleurs. Un sujet sur lequel les technologies QD-OLED, mini-LED et mini-LED RGB sont techniquement supérieures au White OLED. C'est pourquoi, dans les tests, il est important de comprendre la différence entre EOTF, luminance, color volume et couverture colorimétrique pour lesquelles chaque mesure sont réalisées avec des valeurs de luminance et de chrominance ou saturation bien spécifiques et qu'il faut se pencher un peu plus dans les détails pour comprendre les performances de chaque techno. Et d'ailleurs, sur le papier, le LG OLED G6 affiche de très belles couvertures colorimétriques, Rec 709 et DCI-P3, avec respectivement des résultats à 99,9% et 98,18%. La couverture du BT2020 est relevée à 80,86%. Alors oui, c'est une progression qui lui permet de rejoindre la technologie QD-OLED, mais qui est désormais derrière les plus de 90% de couverture BT2020 pour un TCL C8L avec sa base SQD Mini LED. Enfin, la fidélité des couleurs, là encore réalisée sur plus de patchs, est excellente, avec un delta E moyen relevé à 1,47 et un max à 5,22, une dérive notamment relevée sur le cyan et le vert sur cet espace colorimétrique BT2020. J'en arrive maintenant à la partie gaming, et là, autant vous dire que cela va aller très vite. Tout d'abord, je rappellerai, comme je l'ai fait pour l'OLED G5, que pour profiter du mode jeu en 165 Hz, il faut vous rendre dans les paramètres de l'optimiseur de jeu pour l'activer. Oui, c'est un détail, mais je préfère le rappeler parce que j'ai pu lire les tests l'an dernier disant qu'il était impossible d'accéder à cette fréquence. Bref, dans ma configuration de test avec mon Razer Blade 18 et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 mobile, j'ai dû faire quelques petites concessions sur la résolution du jeu et me limiter à du 1440p en 165 Hz pour bénéficier d'une expérience fluide. Bon, très sincèrement, sur du Counter-Strike, la différence de qualité est telle que ça ne m'a pas dérangé du tout. Le menu optimiseur de jeu ou le tableau de board gaming offre toujours les mêmes options, comme la possibilité de choisir le mode de jeu et bien d'autres. En FPS, l'image est peut-être un peu trop froide et vous pourrez aller corriger cela en rehaussant la température des couleurs. À vous de voir, mais cela vous semblera sans doute moins agressif pour les yeux. En tout cas, le feeling en jeu est impeccable, la sensation de fluidité est bonne et la précision est à la hauteur de mes attentes. Comme toujours, il faut un petit temps d'adaptation, mais les faiblesses dans les résultats sont bien liées ici aux joueurs, plus qu'au téléviseur qui se comporte vraiment très bien. Je ne remarque pas de décrochage, pas de tearing, pas de stuttering, tout va bien dans mes conditions de test. Idem sur la Xbox Series X qui affiche toutes ses coches en vert, synonyme que le G6 offre tout le panel de compatibilité. Il y a vraiment là de la performance pour se faire plaisir, je pense, sur un très large éventail de titres PC et consoles, sans doute même en passant par le service de cloud gaming Nvidia, GeForce Now, qui prend désormais en charge l'Ultra HD à 120 Hz sur ses téléviseurs haut de gamme. LG a d'ailleurs annoncé au CES qu'ils avaient le téléviseur le plus rapide et celui ayant le plus faible taux de latence en Bluetooth pour assurer des commandes les plus réactives avec vos manettes. Enfin, vous pourrez également vous rendre dans les options de réglage HDR de votre console pour vous en remettre plutôt au ton de mapping de celle-ci plutôt qu'à celui du téléviseur. Et en fonction de vos titres et vos constats, vous pourrez conserver celui qui vous plaira. Bien, il est temps de conclure cette vidéo de test complète du LG OLED G6 avec un point, comme je l'avais annoncé dès le départ, un point sur la concurrence, le positionnement des prix. Alors clairement, on va mettre de côté
le TCL C8L que j'ai illustré aux côtés de ce G6 à l'occasion d'un live, un live durant lequel aussi je vous expliquais que pour moi LG cette année ils ont leur carte à jouer sur le segment des téléviseurs OLED, White OLED même peut-être plus particulièrement, puisque les propositions qui sont en face se renouvellent pas vraiment sur le côté technologique pur OLED. Ça se renouvelle du côté de chez Samsung avec cette série S95H dont je vais parler naturellement. Ça se renouvelle aussi du côté de Philips TPvision, je vais y revenir. Mais par exemple, si on prend un acteur comme Panasonic et son Z95B qui était une pompe à feu, qui l'est toujours si jamais, si tant est qu'on pouvait, enfin si on pouvait le trouver au moins, ce serait plutôt cool. Eh bien, eux n'annoncent rien cette année sur ce segment premium. Donc du coup, ça ouvre un petit peu la porte à LG pour s'engouffrer. Malheureusement, sur ce segment premium aussi, eh bien, il va rencontrer beaucoup de rivaux très sérieux, de la concurrence qui sort cette année de la technologie LCD mini LED, a fortiori avec du rétroéclairage RGB. Je vais y revenir. Et puis, puisque j'avais commencé à parler de l'OLED, on peut naturellement, enfin, on pense bien entendu aussi à Samsung, mais qui lui fait un choix différent puisqu'on est sur une dalle mat qui ne conviendra pas à tout le monde. Et si tant est aussi que certains aient encore un problème avec l'absence du Dolby Vision, eh bien voilà, chez Samsung, pas le Dolby Vision. Je ne sais pas si ça représente encore un réel critère de sélection. Pour moi, ça ne l'a jamais réellement été. Et puis surtout, sachez que LG OLED G6, eh bien pas de Dolby Vision 2 non plus. La position de LG n'a pas changé là-dessus. Je vous affiche les prix de cette gamme G6 qui démarre à 1 899 € pour le 48 pouces et qui vont jusqu'à un stratosphérique 25 000 € pour le 97 pouces. Il faut compter 3 300 € pour ce 65 pouces qui profite actuellement, en tout cas sur le site de LG, d'une remise de 300 €, donc ça c'est également à noter. Et puis n'oubliez pas que vous avez dans le Discord mon petit bot qui vous permet de faire des comparaisons de prix. Vous avez tapé la commande price, vous copiez-collez le lien du produit que vous recherchez dans les salons dédiés et vous avez de la comparaison de prix en fonction des boutiques, mais aussi l'historique. Le premier concurrent que j'ai envie d'opposer à ce G6 pour rester chez TCL, eh bien ce serait le X11L pour lequel j'ai déjà eu des questions. Est-ce que je prends un G6 ou un X11L? Est-ce que je prends un G5 ou un X11L? Des questions totalement pertinentes qui nous imposent bien entendu de monter en taille d'écran puisque la série X11 démarre sur du 75 et donc du coup 75, 85 et 98 et donc du coup ça imposerait aussi plutôt je pense d'aller chercher un 77 pouces OLED donc G6 ou G5. Le 75 X11L est lui à environ 4 300 €. Le 77 G6 est à 4 600 €. Donc oui, on a 300 € dans le cas 300 € plus cher dans le cas du LG. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir ma vidéo de découverte du X11 et du RM9L. C'est clair que c'est un monstre, tout comme d'ailleurs le RM9L, qui est la déclinaison mini LED RGB 4e génération de la techno chez TCL, mais première itération commerciale pour 2026. En revanche, lui n'est pas dispo encore. Du côté de l'OLED G6, on a aussi un autre concurrent très sérieux, redoutable. Je l'ai découvert brièvement. Il s'agit du Sony Bravia 9 II. Là aussi, ma vidéo est dispo en ligne. Vous savez que j'ai un petit peu critiqué le fait de ne pas avoir pu revenir de cet événement à Weybridge avec autre chose que des images où le constructeur nous a autorisé à filmer des JPEG, enfin des photos sur les TV. C'était très frustrant. En revanche, en coulisses, j'ai naturellement vu d'autres choses qui positionnent ce Sony comme un TV assez impressionnant dans l'exploitation de cette technologie True RGB. Alors ça reste du mini LED RGB avec la particularité des algos Sony, la conception, etc. Mais j'attendrai de me prononcer sur ses qualités, ses forces et ses faiblesses au moment des tests, puisque vous le savez que lorsque Sony a annoncé Bravia 8 M2, mais aussi Bravia 9 l'année d'avant, eh bien que pour le Bravia 9, là où tout le monde disait que c'était énormissime, eh bien pour ma part, je constatais quand même quelques défauts de jeunesse. Sony va-t-il arriver avec un produit True RGB, donc première itération du mini LED RGB parfait? Affaire à suivre. En tout cas, c'était très prometteur et vous le savez que j'en attends beaucoup et je pense que je vais être très agréablement surpris car cette techno de rétroéclairage change
pas mal de choses. Et là où certains constructeurs chinois pourraient être limités dans l'expertise des algorithmes, eh bien Sony, eux, maîtrisent ça, maîtrisent le XR Backlight Master Drive. On y reviendra, j'espère, très vite au moment du test. Le trou RGB Sony Bravia 9 II en 65, eh bien c'est 2 999 € et 3 499 € en 75. Ils sont donc pour l'instant proposés en précommande pour le 65 et le 75 à des dates de livraison respectives pour le 3 et le 10 juillet. Mais là, eh bien, vous le voyez, ça s'annonce très bien du côté du positionnement tarif. Une super alternative à ce G6. Alors j'insiste, je peux me tromper, comme je le dis de nombreuses fois. Je pense que Sony va nous surprendre cette année. En tout cas, ça va dans le bon sens pour moi. Affaire à suivre. Bien sûr, je l'avais évoqué aussi, il reste le Samsung S95H qui est en 65 pouces et lui à 3 600 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est plus cher que le LG. Il reste aussi un produit à ne pas négliger du tout, qui vous apportera une expérience dans votre salon encore un peu différente, l'OLED Plus 951, qui lui est à 2 999 €, donc très bon compétiteur. Et puis quid du Hisense 65 UR9S? Là aussi, je vous ai déjà fait une vidéo de premières impressions, mais c'était un téléviseur qui n'était pas encore dans sa version commerciale, qui demandait à maturer. Je n'ai toujours pas reçu ce produit en test. Il continue de circuler. Ce sera sans doute en août, puisque pour moi, les vacances approchent. Polyvalent, ce G6, il l'est assurément, confortable à l'utilisation aussi, puisqu'on a désormais plus de luminosité. On a ainsi un filtre anti-reflet qui permet, selon moi, d'en profiter dans plus de situations. Mais l'absence de rétroéclairage sur la télécommande reste pour moi un point qui a du mal à passer. C'est regrettable, sans doute pas décisif. Reste donc à savoir, eh bien, une fois que j'aurai testé les concurrents, si le G6 est un produit à placer sur le podium, c'est-à-dire ce top 3 d'une potentielle shortlist, si ses qualités sont suffisantes pour tenir face à cette vague de produits très agressifs que représentent les téléviseurs LCD à rétroéclairage, mini LED, RGB, quel que soit le nom commercial que chacun des constructeurs leur donne. Bref, je vous invite maintenant à réagir dans cet espace commentaire qui est sous la vidéo ou à nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Si cette vidéo vous a aidé à choisir, que vous étiez sur le point de faire un achat, n'hésitez pas à utiliser les liens d'affiliation qui sont présents en description. Ça ne vous coûtera pas plus cher et puis la petite commission que je toucherai me permettra tout simplement de vivre de cette chaîne YouTube, un moyen pertinent, donc je pense, de me soutenir. Sinon, il y a le pouce, il y a le boost, et puis il y a aussi la possibilité de devenir membre de cette chaîne YouTube. C'est pas cher du tout, c'est moins d'1 €. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!